Si la stratégie consiste à choisir un chemin et non à le subir, celle-ci regroupe deux grandes dimensions, communément appelées Corporate Strategy et Business Strategy. Habituellement, je dis plutôt Corporate Strategy et Business Strategy, mais comme personne ne comprend rien, je le lis normalement. Derrière ces noms ronflants, ces deux stratégies répondent à des questions concrètes, jouant un rôle primordial dans le pilotage de votre entreprise. La Corporate Strategy répond à deux questions. Comment choisir les activités sur lesquelles vous vous positionnez, celles à développer, celles à renforcer, celles à alléger, celles à abandonner. C'est la équitation. Comment construire une synergie entre vos différentes activités? La Business Strategy répond quant à elle à la question « Comment rendre une activité compétitive, profitable et pérenne sur son marché ?» Dans ce premier volet sur la stratégie d'entreprise, nous allons nous pencher sur la Corporate Strategy et voir le rôle que celle-ci joue dans la direction de toute entreprise, aussi bien une PME qu'un grand groupe. Commençons par quelques définitions. Vous savez combien j'en raffole. Toute réflexion de Corporate Strategy repose sur une notion clé, le portefeuille stratégique d'activité. Nous entendons par portefeuille stratégique l'ensemble des domaines d'activité stratégique d'une entreprise, le DAS, sur un périmètre géographique donné. Dans le DAS, il y a d'abord les activités de votre entreprise présentant une unité de métier, le savoir-faire, la technologie, l'outil de production, que sais-je encore, et les données relatives au marché, le marché visé et la concurrence. Là, je pense qu'il faut être plus simple, Je suis au bout du tonnerre. Bon, alors pour être plus clair, prenons un exemple concret. Une PME industrielle qui conçoit et fabrique et installe des menuiseries métalliques, par exemple. Son portefeuille stratégique peut être segmenté selon les DAS suivants. L'activité de conception. D'abord, cela exige un bureau d'études, avec ses savoir-faire et ses expertises, ses solutions IT de modélisation, etc. Le marché potentiel est l'ensemble des fabricants de menuiseries métalliques, à commencer par l'atelier de l'entreprise elle-même. Et la concurrence est constituée des bureaux d'études indépendants et des produits standardisés demandant une phase d'études réduite, voire nulle. Deuxièmement, l'activité de fourniture seule. Alors, cela exige un atelier de production, avec ses savoir-faire artisanaux, ses machines, son organisation industrielle, etc. Le marché potentiel est lui constitué de l'ensemble des installateurs indépendants de menuiseries métalliques opérant généralement sur des petits chantiers ou des rénovations pour les particuliers. La concurrence est constituée des autres fabricants. Vient ensuite l'activité de fourniture et de pose. Cela exige d'une part des ressources comparables à celles de la fourniture seule, mais avec une capacité à mener des projets plus complexes et plus volumineux. Et d'autre part, des capacités de pose, incluant la main-d'œuvre, d'installateurs, la flotte de véhicules utilitaires et sa gestion, etc. Le marché visé comprend essentiellement des entreprises générales opérant sur d'importants chantiers et souhaitant limiter les interlocuteurs et les chaînes de responsabilité en recourant à un fabricant installateur. La concurrence, quant à elle, est constituée des autres fabricants installateurs et de certains installateurs indépendants posant les solutions d'autres fabricants. Maintenant que ces quelques notions sont claires, je l'espère, voyons en quoi elles peuvent vous être utiles pour définir votre stratégie. La complexité de la conjoncture et le chamboulement actuel des équilibres des marchés rend plus que jamais pertinent de réinvestir la gestion stratégique du portefeuille d'activité. Alors, replongeons-nous dans les fondamentaux de l'élaboration stratégique. Je frise le bourrage papier. Un peu de courage, Léonie. La logique primaire de l'analyse des portefeuilles d'activité consiste à segmenter l'activité d'une entreprise en DAS, à quantifier la contribution de chaque DAS au chiffre d'affaires et à la marge de la société, puis de classer chaque DAS en fonction de deux critères. D'abord, l'attractivité du marché, la croissance, l'intensité concurrentielle, le rapport de force vis-à-vis des clients et des fournisseurs, etc., qui détermine à la fois son potentiel et l'intensité des investissements requis pour y réussir. Ensuite, la position concurrentielle du DAS sur son marché, c'est-à-dire la part de marché relative, la détention d'avantages concurrentiels, l'effet d'expérience, etc., qui détermine la capacité du DAS à tirer profit de son marché. Sommairement, le besoin en ressources investissement tend à croître avec l'attractivité du marché,
tandis que la rentabilité tend à croître avec la force de la position concurrentielle du DAS. Ensuite, les DAS se classent en 4 catégories. Il y a d'abord les vaches à lait, bien connues. En position de force sur un marché mature, elles requièrent un faible investissement avec une importante rentabilité. C'est un petit peu la panacée. Toutefois, ces activités sont généralement sur le déclin. Viennent ensuite les vedettes. En position de force sur un marché, en croissance, elles requièrent un fort investissement pour maintenir une position concurrentielle solide sur un marché porteur. Il y a ensuite les poids morts, des challengers sur un marché peu attractif qui requièrent un faible investissement mais sans réelle perspective de retour sur investissement. Ça, c'est les boulets, quoi. Pour fermer la marche, nous voyons maintenant les dilemmes. Challenger sur un marché attractif, il requiert un fort investissement pour espérer conquérir une position favorable sur un marché à fort potentiel. D'autres méthodes, découlant de la même logique d'analyse, proposent une segmentation plus fine, mais également plus subjective et plus complexe à mettre en œuvre. Poussons donc plus loin cette segmentation de votre portefeuille en 4 catégories de DAS pour en tirer des actions concrètes. La préconisation d'allocation des ressources au sein de votre portefeuille est la suivante. D'abord, limitez drastiquement l'investissement dans les poids morts, voire si possible, se retirer du marché. Deuxièmement, tirez profit des vaches à lait pour dégager des capacités d'investissement dans les autres DAS. Troisièmement, investir massivement dans les vedettes pour maintenir coûte que coûte leur position et en faire de futures vaches à lait quand leur marché deviendra mature. Enfin, renforcer massivement l'investissement dans les dilemmes pour en faire des vedettes ou au contraire y désinvestir et sortir. Maintenant que vous savez quoi faire de chacun de vos DAS, intéressons-nous à l'équilibre d'ensemble de votre portefeuille d'activités. L'idée est d'éviter 2 écueils. Un portefeuille juvénile, reposant majoritairement sur des vedettes et des dilemmes, il est extrêmement dynamique avec de beaux taux de croissance, mais il est risqué. En effet, il est fortement exposé au devenir de ces dilemmes et à sa capacité à maintenir la position de ses vedettes. En cela, un portefeuille juvénile a un très fort besoin de financement externe puisqu'aucune vache à lait ne permet l'autofinancement de la croissance, ce qui pèse sur la rentabilité finale. Le deuxième écueil, c'est un portefeuille sénile qui repose majoritairement sur des vaches à lait et des poids morts. S'il présente généralement une rentabilité correcte, celle-ci n'est réemployée que pour financer les pertes des poids morts et non de nouveaux projets, faute de nouveaux territoires de croissance identifiés. Rien ne prépare ainsi l'avenir du portefeuille alors que ces marchés actuels sont majoritairement en déclin. Attention, ce genre d'analyse est bien sûr pertinent et très instructif pour faire progresser votre réflexion stratégique, mais elle comporte plusieurs limites, sinon ça serait trop facile. Elle se prête principalement aux activités avec une stratégie de volume-domination par les coûts. Aux phases de croissance à long terme, elle ignore les synergies entre DAS, les conditions et les possibilités de financement externe, que ce soit par du capital ou par de la dette. Ainsi, les bénéfices de l'exercice résident tout autant dans la démarche de construction de la matrice que dans l'analyse finale de la matrice en tant que telle. En particulier, la réflexion sur l'élaboration des critères d'attractivité des marchés et de force de la position concurrentielle est très instructive. De plus, c'est dans cette phase de construction qu'il reviendra de prendre en compte les synergies entre DAS pour construire votre stratégie d'entreprise. Alors j'ai oublié de vous dire, mais le tuto d'aujourd'hui, c'est niveau ceinture noire. Oui, c'est sûr. Outre la formation d'un portefeuille d'activités équilibré et rentable, la Corporate Strategy vise à créer des synergies, c'est-à-dire à créer des complémentarités entre vos activités qui rendent votre portefeuille plus compétitif que la somme de vos activités individuelles. Ah, maintenant on fait des maths. Pour étudier le rôle décisif des synergies dans l'analyse du portefeuille stratégique, prenons un exemple bien connu. La fusion de la marque au losange avec un constructeur japonais en 2005. Ah, moi aussi je suis japonaise. Konnichiwa. La production de véhicules neufs est alors un dilemme, flirtant avec le poids mort. Effectivement, la nouvelle alliance occupe une position de challenger sur un marché certes tendanciellement croissant, mais violemment cyclique et la rentabilité peu attractive. La finesse stratégique de la fameuse marque au losange est d'avoir perçu le potentiel de synergie de la production de véhicules neufs avec les activités d'entretien et de maintenance, et en particulier la vente de pièces détachées.
L'automobiliste français lance alors la stratégie 10 millions de véhicules neufs par an. Une course au volume, quitte à rogner sévèrement sur les marges de l'activité de production pour acheter des parts de marché à coups de rabais. L'ambition est de faire du tandem franco-japonais le premier producteur mondial. Objectif atteint au premier semestre 2017. La logique stratégique derrière ce plan, un peu fou, eh bien, la fabrication de véhicules neufs crée un marché quasi captif pour l'entretien et la maintenance des véhicules des deux marques. Activité, elle, à forte marge, dont la captivité de la clientèle permet d'augmenter les prix. Oh boum, c'est magique! Ainsi, la fabrication devient une vedette, requérant d'immenses investissements marketing et en termes de compétitivité prix pour maintenir une position de leader sur un marché extrêmement concurrentiel. Mais cette position de leader nourrit en volume la vache à lait de l'entretien et de la maintenance et des pièces détachées qui en retour financent la course au volume de la vedette. Le cercle vertueux est en place, la stratégie est presque parfaite, bingo! Olé, la vache à lait! Maintenant que vous avez toutes les clés, Les clés de voiture. Maintenant que vous avez toutes les clés pour maintenir et vous approprier la logique de portefeuille d'activité et son analyse, il est essentiel de l'intégrer à votre réflexion stratégique. Régulièrement, il devient ainsi absolument nécessaire de vous poser la question de votre stratégie de portefeuille d'activité. Comment réallouer mes efforts d'investissement? De quel marché se retirer? Dans quelle DAS désinvestir? Quels actifs renforcer ou acquérir pour constituer ou consolider l'avantage comparatif d'un dilemme ou d'une vedette? Quel nouveau marché viser et comment? En développant ou en acquérant un nouveau DAS? Sur quoi sa compétitivité doit-elle reposer? Ça, c'est une question de business strategy et nous allons y revenir un petit peu plus tard. Enfin, quelle synergie le groupe peut-il retirer de tout ça?